Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, que ce soit dans cet amphi ou en ligne, puisqu'il y a des gens qui nous suivent en direct, pour cette nouvelle édition des rendez-vous Sciences et Société, proposée par l'école et qui donne la parole à des grands experts dans leur domaine. Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi d'évoquer la question complexe des relations internationales. Quotidiennement, nous sommes tous percutés quand on allume notre télé, notre radio ou quand on surfe sur les réseaux sociaux par le chaos et les fractures du monde. Il nous semblait important de pouvoir faire un pas de côté ou de prendre un peu de hauteur, c'est au choix, pour pouvoir essayer de comprendre tous ces bouleversements en cours. C'est donc avec un très grand plaisir que nous accueillons Alain Frachon, qui est journaliste de renom et ancien directeur éditorial du Monde et qui est l'un des meilleurs spécialistes en France et une voix incontournable dans l'analyse des dynamiques géopolitiques. La carrière de journaliste de Alain Frachon a débuté en 1976. Il a travaillé successivement pour Europe 1, l'AFP, où il a été correspondant à Téhéran, à Londres et à Washington. Il a rejoint le journal Le Monde en 1985, où il a occupé des postes clés. Il a été chef du service étranger, correspondant à Jérusalem et à Washington et directeur de la rédaction. Il poursuit aujourd'hui son travail d'analyse et de décryptage dans des ouvrages. Nombreux ouvrages. Je peux citer notamment le dernier qui vient de paraître en avril, qu'il a préfacé, qui s'appelle « Les défis cruciaux et les menaces immédiates vues par la CIA », qui est le rapport annuel de l'agence de renseignement américaine sur les différentes menaces qui pèsent sur le monde, qu'elles soient militaires, numériques ou économiques. Il anime également un podcast sur le Mediaslet qui est intitulé « Le monde devant soi ». Alain Frachon a donc une carrière exceptionnelle qui a d'ailleurs été récompensée par ses pairs en 2022 par le Grand Prix de la presse internationale décerné par l'Association de la presse étrangère. Alain Frachon nous fait l'honneur aujourd'hui de partager ses réflexions sur les grands enjeux qui façonnent notre monde actuel, en s'appuyant sur les 3 zones principales de guerre et de tension actuelles, l'Ukraine, le Proche-Orient et le Pacifique occidental. Alors le temps imparti ne lui permettra pas évidemment d'entrer dans le détail, mais de donner quelques clés de compréhension sur des sujets brûlants qui, d'une manière ou d'une autre, nous impacteront en Europe. Car dans le contexte des relations internationales, un peu comme le fameux épée papillon, qui nous rappelle que chaque décision, chaque action, qu'elle soit politique, économique ou sociale, peut déclencher une série de réactions en chaîne, influençant l'équilibre mondial. C'est cette interdépendance et cette complexité que M. Frachon va nous aider à décrypter. Et donc, cher Alain, je vous cède la parole. Karima, merci beaucoup pour cet avant-propos bien trop généreux. Je me méfie dans la matière qui est la mienne du mot expert ou spécialiste. Elle est complexe comme toutes les autres, mais ma matière, elle est particulièrement complexe, donc je me méfie de cela. Écoutez, j'ai peu de temps. Je vais essayer de répondre à la question que posait Karima. Alors, je suis très flatté de parler devant un auditoire comme le vôtre, parce que nous ne sommes pas à égalité. Vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez, les conséquences sont immédiates. Moi, je ne travaille pas dans une science dure, je ne travaille pas dans une science exacte, je travaille là, au pif, les connaissances, les relations, l'habitude, le fait d'avoir habité à l'étranger, le fait d'être constamment en contact avec des militaires, des diplomates, des gens qui occupent des fonctions qui peuvent être importantes à un moment ou à un autre dans les relations internationales. Donc c'est vous dire, quoi, je suis un poète à côté de vous, une sorte de baladin. Je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Il m'est arrivé de me tromper et l'avantage que j'ai, c'est que moi, ça a très peu de conséquences. Je me souviens que quand je suis arrivé de l'étranger, après à peu près 16 ou 18 ans à l'étranger, au service étranger du Monde, j'étais très intimidé aussi, et je leur ai dit, voilà, j'ai regardé les éditoriaux, les prises de position du Monde, ces 25 dernières années ou ces 30 dernières années, et celles aussi de la concurrence du Figaro, des Échos, de Libération, etc. Et au fond, je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que si nous étions non pas des journaux, mais des fonds financiers, des banques,
Et si nos prises de position correspondaient à des investissements, avec l'épargne du public, eh bien, nous serions probablement en faillite ou en prison. Donc, voilà, j'approche ça modestement, tant en plus l'exercice que me propose Karima est difficile. Je suis bien conscient, comme elle a dit, et moi aussi je le ressens, même si j'ai vécu des périodes de situation internationale beaucoup plus dures que celles d'aujourd'hui, notamment les années 1970, notamment au Moyen-Orient, mais pas simplement au Moyen-Orient. Donc j'ai vécu des moments beaucoup plus durs, des guerres plus intenses, la guerre Iran-Irak par exemple, 8 ans de guerre Iran-Irak, mais peu importe, je suis bien conscient que, compte tenu de notre environnement médiatique, compte tenu des enjeux, compte tenu du fait que la guerre est revenue en Europe, je suis bien conscient qu'on a le sentiment d'une situation internationale non seulement chaotique, elle l'est, mais aussi fragile, elle l'est, et pouvant dégénérer en des conflits plus graves, et elle le peut également. Donc je ne veux pas tomber non plus dans le catastrophisme, parce que si on faisait une étude comparative, encore une fois, je vous le dis, moi je suis né en 1950, j'ai vécu des périodes au moins aussi dures, au moins aussi difficiles et au moins aussi conflictuelles que celles d'aujourd'hui. Mais voilà, je vais vous proposer un schéma interprétatif de la situation aujourd'hui. Une interprétation, c'est un schéma, il est partiel, et probablement partial. On peut en proposer d'autres, on peut le critiquer, mais j'espère qu'il aura l'avantage de balayer la situation et je voudrais le charpenter autour de 3 remarques. La première remarque, c'est que nous vivons en ce moment sur la scène internationale, et je ne parlerai que des aspects politiques de la scène internationale. Je ne parle pas de l'aspect économique, je ne parle pas de l'aspect climatique, je ferai juste ma conclusion là-dessus. Je parle des rapports de force politiques et militaires. Voilà comment je veux poser ce sujet. La scène internationale, elle est le théâtre d'une nouvelle bataille politico-stratégique. Et ça, on avait oublié que ça existe, les batailles politico-stratégiques. On est ramené en ce moment à une bataille politico-stratégique. C'est une façon seulement de regarder la scène internationale. Ça sera ma première remarque. La seconde, elle portera sur les conflits du moment et elle essaiera de situer les conflits du moment précisément dans cette grille de lecture. Celle d'une bataille idéologico-politique, idéologico-stratégique. Et enfin, je voudrais terminer par une troisième remarque qui pointe vers l'avenir et qui, d'une certaine manière, est peut-être la plus importante. Je voudrais parler un peu de ce concept de Sud global et comment le Sud global se situe dans les conflits d'aujourd'hui et dans la bataille politico-idéologique que je vais essayer de décrire maintenant. Le monde est assez... il y a souvent des mots qui reviennent comme ça, multipolarité, multilatéralisme, sans qu'on ait vraiment pris le soin de les définir. Alors, bon, je vais prendre le risque de les définir, quitte à me tromper, ou encore une fois, quitte à être partiel et partial. Multipolaire, c'est assez simple. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs pôles de puissance. Ces pôles de puissance coexistent, plus ou moins bien, entrent en conflit, pas forcément armés, politique et idéologique, conflit politique et idéologique, oui, conflit technologique, conflit économique, tout ce que vous voulez. Il y a les anciens pôles de puissance, on les connaît, les États-Unis, la Russie pour plusieurs raisons, mais les États-Unis et la Russie ayant chacun 6000 têtes nucléaires de part et d'autre, la Russie étant le plus grand pays du monde, probablement potentiellement en ce qui concerne l'agriculture, les matières premières, le sous-sol, etc., le plus riche du monde aussi.
Mais vous avez maintenant la réémergence d'une autre très grande puissance qui, comme les autres, est une grande puissance militaire et technologique, politique, naturellement, donc stratégique, hein, le militaire et l'économique, ou le militaire et le techno-économique constituant avec la démographie les composantes de la puissance et d'une superpuissance. Et c'est la Chine, je ne dis pas qu'elle émerge, parce que les Chinois ne se présentent jamais comme une puissance émergente, ils considèrent qu'ils ont toujours été une grande puissance, mais qu'il y a eu quelques siècles de malheur depuis le XVIe siècle. Et donc la Chine, assurément, deuxième économie du monde, puissance réémergente, réémergence et grande puissance dans tous les domaines. Et puis peut-être une puissance en voie de formation qui émergera peut-être sur le plan stratégique, l'Union européenne, et puis peut-être une autre grande puissance qui s'annonce à l'avenir, l'Inde, puissance démographique, puissance économique, puissance technologique également. Donc voilà. Après, vous pouvez aligner un certain nombre de puissances moyennes, une fois que vous avez mis de côté les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Inde, vous avez un certain nombre de puissances moyennes dont on ne parle pas assez, parce que dans leur région, ce sont souvent ces puissances moyennes qui font la loi. Hein, qui font la loi, qui font les conflits, qui font la paix, mais dont les intérêts vont être primordiaux et vont quelquefois s'imposer aux grandes puissances. Des pays comme la Corée du Sud, comme l'Iran, comme la Turquie, comme l'Indonésie, mais j'en oublie, comme l'Arabie Saoudite, mais j'en oublie encore. Mais si vous prenez une région comme le Moyen-Orient, vous voyez bien qu'il y a au moins l'Arabie Saoudite, l'Iran, Israël et la Turquie qui jouent des rôles prépondérants, même s'ils ne sont pas toujours en première ligne de l'actualité. Mais quand on va dans les rapports de force, quand on cherche véritablement les mécanismes conflictuels et les pouvoirs d'influence, on tombe sur des puissances moyennes qu'il ne faut jamais sous-estimer sur le plan politique dans le schéma que je cherche de dresser. Alors en principe, tout ce monde-là vit dans notre monde, vit dans ce qu'on appelle le multilatéralisme, expression absolument horrible, qu'on aurait bien du mal à définir, mais grosso modo, ça veut dire qu'un groupe de pays se met ensemble et au lieu que leurs relations soient définies par les rapports de force entre eux, ils vont fixer des règles qui vont constituer le droit, un droit qui va s'appliquer à ce groupe de pays, quelle que soit la matière. Donc vous avez plein de forums multilatéralistes. L'Union européenne est probablement celui qui, dans l'histoire récente, depuis le XIXe siècle, celui qui a rencontré le plus de succès, au sens où les membres, ce sont des États, c'est une union entre États, ce n'est pas une union fédérale, sauf dans deux domaines, la monnaie et le commerce, mais les États de l'Union européenne règlent leurs conflits pacifiquement. Alors c'est pas très sexy, ça finit à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, c'est très technique, c'est laborieux, ça ne vous rapporte pas beaucoup de voix, mais jusqu'à preuve du contraire, et des conflits il y en a, y compris des conflits frontaliers et territoriaux, l'Union européenne a, depuis le milieu des années 1950, évidemment, dans toutes ses formes et dans tous ses élargissements, jusqu'à présent, elle a réussi à régler ces conflits pacifiquement. C'est ça, le multilatéralisme. Évidemment, le cadre principal du multilatéralisme, c'est l'ONU. C'est le plus fort parce qu'il est universel. Tout le monde est là. Donc il n'y a véritablement de loi universelle et de droit international qu'à travers les Nations Unies. Ce sont eux qui posent les normes. La plupart des traités sont déposés aux Nations Unies et reçoivent une sorte d'imprimature des Nations Unies. Alors l'ONU a mauvaise réputation, à juste titre et à mauvais titre. Elle a mauvaise réputation parce que l'ONU en oublie tout le temps que c'est un ensemble d'organisations spécialisées, il y en a 14, travail, santé, éducation, j'en oublie naturellement, en tout il y en a à peu près 12 à 14, et elle fonctionne bien, réfugiés, etc. Elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'ils sont là pour l'urgence, et ça marche.
Quand vous avez, lors des bombardements en Irak, 400 000 réfugiés, il y a des camps de toile qui apparaissent avec des structures médicales, c'est dur, on est dans le malheur, c'est même atroce quelquefois, mais enfin, ils sont là. Ils sont là pour l'urgence. Ils font plutôt bien leur métier, compte tenu des moyens et compte tenu des circonstances. Et puis vous avez le Forum des Nations Unies, représenté par l'Assemblée Générale, mais elle est dans la symbolique, dans la politique. Elle donne une idée, une tonalité de ce que peuvent penser les 180 ou 197 membres de l'ONU aujourd'hui. Elle dégage comme ça des idées, des lignes de force. Tiens, là, la plupart des pays ont pensé ceci. Là, toute l'Afrique a pensé cela. Toute l'Asie a pensé ça, mais l'Europe, etc. C'est purement déclaratoire, c'est purement rhétorique, c'est purement politique. C'est important parce que tout le monde se parle. Et enfin, vous avez ce qui était censé être le plus important, le maintien de la paix. Et ça, c'est le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça ne marche pas. Et ça n'a quasiment jamais marché. Il est composé comme ça. Il y a 5 membres fondateurs. Grosso modo, c'est une structure pensée par les États-Unis. Dès le début des années 40 ou 41 ou 42, il y a 5 membres fondateurs, les États-Unis, l'Union soviétique, les grands vainqueurs de la guerre, et la Grande-Bretagne, la France et la Chine. La Chine depuis 1972 seulement, mais c'est une autre histoire. Cela, et puis il y a 10 membres non permanents. Donc parmi les quelques 200 membres de l'ONU, on tourne pour que toujours l'Asie soit représentée, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, etc. Il y a 10 membres non permanents et à tour de rôle, on les compose de manière à ce que l'ensemble de la planète soit représenté. Les 10 membres non permanents ne sont pas à égalité avec les 5 membres permanents, puisque les 5 membres permanents ont un droit de veto. Le Conseil de sécurité tranche de la guerre et de la paix. Le Conseil de sécurité est là, en principe, pour faire respecter les traités et les principes et les valeurs qui figurent dans les 2 textes fondateurs du système des Nations Unies, qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte de l'ONU. Donc ce sont des textes assez généraux, mais qui sont les piliers, les principes généraux du droit international, ou du peu de droit international qui existe. Donc les 5 membres permanents ont droit de veto. Inutile de vous dire que chaque fois qu'il y a un conflit, l'un des membres permanents est naturellement intéressé par ce conflit, et si le Conseil vote une résolution, ou est amené à voter une résolution qui ne plaît pas à ce membre permanent, il met son veto. Et il n'y a pas de maintien de la paix. Donc, voilà. Ça n'a pas marché parce que, précisément, la situation a immédiatement été conflictuelle entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce n'est pas mon sujet, mais dites-vous bien que, malgré tout, ce grand conflit entre l'Union soviétique et les États-Unis, entre le camp soviétique qui s'étendait à d'autres pays, qui avait son influence sur d'autres pays, et les États-Unis qui avaient leur influence avec leurs alliés européens sur d'autres pays, la confrontation a été globale. En Europe, on y a échappé. Partout ailleurs, elle a été militaire, cette confrontation, par pays interposés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient. Toutes les guerres que j'ai été amené, par exemple, à couvrir, à la fin de la guerre du Vietnam, mais au Moyen-Orient notamment, mais il y en a eu d'autres en Afrique, il y en a eu en Amérique centrale, il y en a eu en Asie, et en Asie, je l'ai dit déjà. Toutes ces guerres, si vous voulez, ont été des guerres chaudes de ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide a été froide qu'en Europe. Le seul théâtre qui a été protégé de la guerre, c'est le théâtre européen, où les États-Unis et les soviétiques ne se sont pas affrontés, précisément à cause de la dissuasion nucléaire, notamment. Mais donc, guerre froide, oui, guerre froide, pas pour tout le monde, chaude pour l'Afrique, chaude pour l'Asie et chaude pour l'Amérique centrale, où là, les 2 camps s'opposaient par pays interposés. Donc ça n'a pas marché. On a connu un bref moment d'unipolarité. C'était lorsque l'Union soviétique a implosé, 1989 à 1991. À ce moment-là,
Les États-Unis, ce qui était une erreur d'analyse d'ailleurs, on pensait qu'ils avaient gagné la guerre froide. À vrai dire, c'est l'Union soviétique qui l'a perdue, beaucoup plus que les États-Unis ne l'ont gagnée. C'est une autre histoire, mais ça a compté dans la psychologie des États-Unis et dans la représentation que les États-Unis ont eue du monde. Un bref moment d'unipolarité, fin donc du XXe siècle, 1989 à 91. Il s'arrête quand? Il s'arrête en 2001. Pendant cette période, les États-Unis ont effectivement été une hyperpuissance, comme le disait un sociologue américain, expression reprise par Hubert Védrine. Elles ont été une hyperpuissance économique, monétaire, technologique, politique et culturelle. Ça n'a pas duré très longtemps. Les attentats de septembre 2001 aux États-Unis mettent fin à cette réalité à la fois et illusion de la superpuissance américaine. Alors aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas un peu pour les mêmes raisons que pendant la guerre froide, parce qu'on se retrouve à nouveau, parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, chargés du maintien de la paix, on se retrouve à nouveau dans une situation de conflit ou de confrontation, avec d'un côté, et naturellement je schématise, mais enfin pas tant que ça d'ailleurs, d'un côté les Occidentaux, les États-Unis, les Européens, et puis les filiales européennes, les filiales du Pacifique, c'est-à-dire le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et de l'autre côté, un pôle qui va se forger au cours de ces 10 dernières années, sur lequel je vais insister, parce que je crois qu'on se trompe sur ce qui se passe, un pôle qui se forge, et un couple, et qui n'est pas prêt de divorcer, c'est le couple assez bizarre, parce que ces deux pays qui sont dans une situation totalement inégalitaire, c'est le couple sino-russe, et je vais en parler. Donc, voilà, ce couple sino-russe, quelquefois avec d'autres pays, quelquefois tout seul, il dit aux Occidentaux, écoutez, le multilatéralisme tel qu'il fonctionne dans le cadre de l'ONU, eh ben, ça ne nous plaît pas. Ça ne marche pas pour nous. On veut autre chose. On veut un ordre international différent, mais pas celui tel qu'il a fonctionné dans le système de l'ONU. Au fond, dès que la Chine a été suffisamment sûre d'elle-même et sûre de sa puissance, et si j'étais historien, je prendrais comme marqueur les années 2000-2010 et particulièrement l'arrivée du président Xi Jinping au pouvoir, à la tête de l'État et à la tête du Parti communiste chinois. Et donc, Xi Jinping arrive au pouvoir entre 2011 et 2012, mais je mettrai là mon marqueur. Xi Jinping estime que la Chine est suffisamment forte pour changer l'ordre international tel qu'il fonctionne. Dans cette ambition, il trouve un allié, Vladimir Poutine. Je ne dis pas la Russie, je dis la Russie de Vladimir Poutine. Le régime de Vladimir Poutine a la même ambition. Il estime, comme Xi Jinping, que l'influence du monde occidental qui sur le plan démographique est en régression constante. Il estime que l'influence du monde occidental est beaucoup trop forte sur le système international, tel que l'ONU le représente, si vous voulez, et qu'il faut donc le changer. Et c'est pour ça que vous verrez souvent dans les journaux la formule, dans les articles de politique étrangère, les puissances révisionnistes. Alors il y a les puissances révisionnistes, elles veulent réviser le système, et puis il y a les puissances établies, ou les anciennes puissances établies, et elles veulent autant que faire se peut garder le système. Qu'est-ce qui les sépare? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Ça, je trouve que ce sont des éléments qui ne sont pas assez souvent racontés. On nous dit que les Chinois et les Américains ne sont pas d'accord, ils sont en confrontation. La confrontation, elle n'est pas seulement technologique, elle est technologique. Le technologique étant dual par définition, c'est-à-dire à la fois civil et militaire, bien sûr. Elle est économique, bien sûr. Elle est militaire. La Chine est en train de devenir une grande puissance nucléaire. Elle est probablement la puissance la plus forte
dans le cyberespace de combat. Elle devient une grande puissance spatiale. Donc, et enfin, d'une certaine manière, elle est aussi une puissance culturelle, c'est-à-dire que beaucoup de pays pensent qu'au fond, la Chine, ça marche pas si mal, le système de parti unique, c'est pas si mal, que la Chine a sorti 400 millions de gens d'une pauvreté atroce en quelques années, hein, et ça peut être un modèle. Et d'ailleurs, dans les résolutions du Parti communiste chinois, tous les 5 ans, il y a un petit paragraphe en disant « Vous savez, les Africains, vous devriez regarder comment on a fait nous, parce que ça a bien marché chez nous. » Autrement dit, quand je pose qu'une puissance a des éléments culturels aussi, ça veut dire qu'elle considère, contrairement aux Occidentaux, que la démocratie n'est pas forcément l'horizon politique qu'impose le cadre multilatéral, n'est pas forcément l'horizon politique qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou à la Charte de l'ONU. Ces textes, personne ne les lit, bien sûr, sauf les gens comme moi dont c'est le travail. Ces textes sont assez vagues. La Déclaration universelle des droits de l'homme, si j'essaie de la situer, si vous voulez, idéologiquement, c'est les Lumières européennes, en gros. C'est-à-dire que ce texte, il énumère des libertés. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté d'opinion, etc. Il ne parle pas de régime politique. Vous ne trouverez pas le mot démocratie, encore moins le mot démocratie représentative dedans. Donc c'est un texte qui énumère et qui dit seulement, dans un de ses articles, les membres de la charte, ceux qui signent et qui rentrent à l'ONU, s'engagent à adopter un mode de gouvernement qui protège ces libertés. Et ensuite, vous avez les articles de la charte. Inviolabilité des frontières, la guerre uniquement en situation de défense, ou lorsqu'on est agressé, etc. Vous avez tous les articles de la charte. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Et là encore, vous ne trouvez pas le mot démocratie dedans. Simplement, la charte se réfère souvent à la Déclaration universelle et en droit international, ces 2 textes fondateurs du système de l'ONU ont la même valeur. Eh bien non, les Chinois et les Russes disent on n'est pas d'accord. Alors on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points de fond. Et je vais essayer de les résumer en partant d'un texte dont je vais vous parler, qui est le texte que les Chinois et les Russes ont adopté au début du mois de février, le 4 février 2022. Le 4 février 2022, Vladimir Poutine va aux Jeux Olympiques d'hiver en Chine, et puis il a une rencontre avec Xi Jinping. On sent qu'il est très préoccupé, il est un peu bouffi, il porte souvent comme ça une couverture sur ses genoux, il s'endort même pendant le match de hockey, alors que c'est sa passion, le hockey sur glace, mais enfin, il est tout de même assez en forme, il sort de 8 heures d'entretien avec Xi Jinping, et ils se sont mis d'accord sur un texte qui tient à peu près en 12 feuillets, qui est une déclaration commune. Cette déclaration commune, c'est une déclaration de guerre politico-idéologique. C'est légitime. De dire non, les choses ne vont pas comme il faudrait, et voilà ce qu'on veut. Et si vous lisez bien ce texte, alors c'est pas une littérature très facile, mais vous trouvez quels sont les points que les Chinois et les Russes veulent réviser, et sur lesquels, dans toutes les enceintes internationales, ils se battent pour obtenir raison. C'est, premièrement, l'histoire fait que nous, grande puissance, c'est l'histoire qui nous a fait grande puissance, nous sommes l'héritier de notre propre histoire, et elle nous a fait grande puissance. Et en tant que telle, nous avons le droit à une zone d'influence autour de nous. Et à l'intérieur de cette zone d'influence, nos voisins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pas tout à fait. Leur souveraineté est limitée. Ils ne peuvent pas faire des alliances qui nous menacent. Et donc, nous avons un droit de regard sur notre zone d'influence. Que ce soit pour les Chinois ont cette particularité d'être en conflit avec tous leurs voisins. Que ce soit l'Inde ou que ce soit leurs voisins du Pacifique occidental. Ils ont des conflits frontaliers avec absolument tous leurs voisins. Donc,
l'ONU en principe, et l'ONU l'a répété en 2018, l'ONU en principe a dit, notamment dans un conflit entre les Philippines et la Chine, c'est à l'ONU, c'est à nous de le trancher. Les Chinois ont dit non. Le jugement de l'ONU, ça ne nous intéresse pas. C'est notre zone d'influence. On s'impose. Et s'il le faut, on s'impose par la force. À plusieurs reprises, dans de nombreux traités, vous verrez que cette conception de zone d'influence, c'est l'exact contraire de ce qu'il y a dans la charte de l'ONU. Mais enfin, ils disent qu'il faut en revenir à ça, c'est un fait naturel, c'est un fait de l'histoire, et il faut le respecter. Deuxièmement, nous voulons la dissolution des pactes militaires qui héritaient de la guerre froide. C'est-à-dire que les États-Unis ont signé au lendemain de la guerre, et on oublie toujours la guerre du Pacifique, ils ont signé des traités avec le Japon, avec la Corée du Sud et avec les Philippines. Ils ont des bases militaires là, c'est des traités qui fonctionnent un peu comme le traité de l'OTAN. Si l'un d'entre eux est attaqué, tout le monde est solidaire et les autres entrent dans le conflit. Et donc ils ont signé des traités de défense mutuelle et de coopération militaire avec les États-Unis. Ça, disent les Chinois, c'est un héritage de la guerre froide et ça doit être interdit. Il faut arrêter ça, il faut casser les pactes de défense multilatéraux entre plusieurs États. Les Russes disent la même chose. Même chose pour le traité d'Atlantique Nord, l'OTAN. L'OTAN, c'est un héritage de la guerre froide, ça n'a pas lieu d'être, et il faut en finir avec l'OTAN. Enfin, il y a la question plus compliquée, qui est celle de l'interprétation de la Charte et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, les Chinois et les Russes disent, écoutez, ça c'est un héritage culturel européen. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Nous avons une autre représentation du monde, nous avons une autre conception de la liberté d'expression, nous avons une autre conception de la liberté politique. Nous pensons que la démocratie n'est pas obligatoirement ni nécessairement un régime universel et que l'autocratie a autant de légitimité que la démocratie, terme qui ne figure pas d'ailleurs dans la Charte. Nous pensons donc que toutes vos critiques au chapitre des droits de l'homme ne sont pas valables et ne devraient jamais se terminer par des sanctions comme vous le faites. Et donc, nous ne demandons pas une réécriture des textes, nous demandons une réinterprétation des textes au titre de passé culturel et de vécu culturel complètement différent de ce qu'a été votre expérience historique. Après tout, vous, il vous a fallu 3 siècles, vous avez eu les Lumières, des courants idéologiques différents, pour en arriver à une forme politique qui est la démocratie représentative. Nous avons une autre histoire, et nous n'entendons pas à ce que nous fixe comme norme de nous aligner sur votre histoire. Et donc, conclusion, la question des droits de l'homme doit être évacuée des relations entre États. Voilà, si je cherche à résumer un peu, le cœur du conflit, qui est un des conflits qui structure d'une certaine manière la scène internationale d'aujourd'hui et qui explique la neutralisation des mécanismes de maintien de la paix du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, je n'entends jeter la pierre à personne, hein. C'est-à-dire que si vous prenez la période de la guerre froide, tout le monde s'y est mis, les Occidentaux comme les Soviétiques. Personne n'a respecté la charte de l'ONU. Les États-Unis n'ont pas respecté la charte de l'ONU où on trouvait un habillage juridique particulier pour intervenir en Asie du Sud-Est pendant la guerre froide. Même chose lorsque les Soviétiques sont intervenus en 1956 ou en 1968, d'abord en Hongrie, ensuite en Tchécoslovaquie. Si vous prenez la période post-guerre froide, on se retrouve dans la même situation. On ne respecte aucune des résolutions qu'a pu prendre le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Les États-Unis ont été faire la guerre en Irak et occuper l'Irak et provoquer un chaos gigantesque dans la région sans avoir eu le feu vert des Nations Unies. Ils n'étaient pas en situation de défense. Ils n'étaient pas attaqués ni même menacés par le régime de Saddam Hussein. De même, la Russie, lorsqu'elle envahit l'Ukraine, pays dont elle s'est engagée dans plusieurs traités à garantir les frontières, n'était pas attaquée par l'Ukraine, ni même menacée par un autre pouvoir qui se serait installé en Ukraine. Donc les résolutions, l'infidélité au système de l'ONU, vous pouvez
en impartir la responsabilité aussi bien au camp occidental, en gros. Entre-temps, il y a eu aussi la décolonisation, qui a aussi été assez particulière, et puis qu'à l'autre. Donc, tout dans cette histoire, et lorsqu'il s'agit d'intérêts stratégiques et de maintien de la paix entre grandes puissances, eh bien, trop souvent, c'est la guerre ou le conflit qui a prévalu. Voilà, voilà un peu, si vous voulez, ce qui me paraît constituer l'un des éléments de déstabilisation et de fragilisation de ce qui devrait être des rapports normés et réglés entre les États à notre époque, à la fin de ce qu'on appelle le premier XXIe siècle, cette première génération du XXIe siècle. Alors vous allez aborder la deuxième génération, ça va être la vôtre, votre vie professionnelle aussi, la deuxième génération du XXIe siècle, et on peut dire qu'une partie de ce à quoi va ressembler votre époque professionnelle, mais votre époque tout court plutôt, est en train de se jouer sur le terrain, et notamment sur les terrains conflictuels. J'en dégagerai trois. Le premier, c'est la guerre en Europe, dont l'enjeu dépasse l'Europe, mais concerne toute l'Europe, qui n'est pas près d'être fini, mais qui peut, on ne sait jamais comment se termine un conflit, surtout dans ma position, essayer de ne jamais faire de prophétie, parce que c'est très dangereux, c'est très risqué, et je suis meilleur au tiercé, par exemple, donc voilà, je sais de quoi je parle en matière de prophétie, et donc, ce qui nous intéresse dans cette histoire, au fond, c'est de voir comment ces trois conflits, je vais les resituer dans la bataille politico-idéologique dont j'ai parlé, dans la première partie. Alors, je sais que j'ai déjà été trop long, donc je vais essayer de résumer encore plus. Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine le 22 ou 23 février 2022, alors que Poutine revient de Chine? Pourquoi la Chine appuie à fond la Russie dans cette histoire, contrairement aux souhaits des Européens, du président Macron, contrairement aux souhaits des Américains, du président Biden, contrairement aux souhaits des Britanniques, qui ont tous essayé d'intercéder auprès de la Chine en vain, et on l'a bien vu il y a 15 jours lors de la visite du président Xi Jinping en France. Il est reparti sans avoir fait la moindre concession à ce chapitre, au chapitre de son soutien, du soutien qu'il accorde à l'Ukraine. J'ai essayé, et j'ai mis de côté, et j'en ferai peut-être un livre, de collecter toutes les déclarations faites par Vladimir Poutine pour expliquer pourquoi il attaque l'Ukraine. Il visait Kiev. Les 120 000 ou 130 000, hein, les divisions, les quelques 10 divisions blindées, foncent sur Kiev, pas sur le Donbass. Elles vont aussi dans le Donbass, mais elles foncent sur la capitale pour prendre le pouvoir, pour mettre un pouvoir ukrainien qui corresponde à la tutelle politique de Moscou, la zone d'influence dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est notre zone d'influence historique. Les liens sont tels entre nous, c'est le monde culturel russe, le Roussimir. Et donc nous avons un droit de tutelle politique. Et nous n'aimons pas que l'Ukraine aille dans l'Union européenne. On vous l'a fait savoir en 2014, lorsque l'Ukraine a signé un traité, ce n'était pas une adhésion, c'était précisément pour en éviter l'adhésion, un traité qui s'appelait le partenariat oriental avec l'Ukraine, facilitation commerciale notamment, et échange culturel, mais ce n'était pas une adhésion à l'Union européenne. Et là, la réplique a été immédiate. La Russie s'est emparée de la Crimée. Et qu'est-ce qu'elle a fait en Crimée? Un référendum bidon, la monnaie c'est le rouble, plus de langage ukrainien, la Crimée était très largement russophone, très largement, donc c'était quand même un problème. Et puis 2022, échec de la tentative de s'emparer de Kiev, et on se replie sur les zones les plus russophiles de l'Ukraine, et voire russophones, mais russophiles aussi de l'Ukraine, qui étaient
l'ancienne région riche, parce qu'elle ne l'est plus depuis longtemps, qui était le Donbass, sauf pour l'agriculture. Et donc on s'empare du maximum possible de territoire dans le Donbass. Ils n'ont pas pris tout le Donbass, mais on s'en empare. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme en Crimée. C'est-à-dire qu'en septembre 2022, on déclare que ces territoires sont annexés, comme l'a été la Crimée. Ça fait plus partie de l'Ukraine, ça fait partie de la Russie. Ils sont annexés, la monnaie c'est le rouble. Les musées qui racontent l'histoire ukrainienne, histoire beaucoup plus profonde, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus nationale, ancrée dans un nationalisme réel qu'on ne l'imagine, eh bien la première chose à laquelle on s'attaque, ce sont les musées, l'héritage et la langue. Il n'y a plus qu'une seule langue, panneau de signalisation, langue administrative, c'est le russe, il n'y a plus qu'une seule monnaie, c'est le rouble, et la loi, c'est la loi de la Russie. Il y a des élus à la Douma, tout ça est entériné par la Douma. Tout ça rend très très difficile un compromis territorial, parce qu'il s'agira pour les Russes d'un compromis territorial sur des territoires qu'ils considèrent qu'ils ont nationalisés et acquis, qui fait partie de leur territoire national. Et si on les attaque sur leur territoire national, alors ils font valoir leur droit à l'autodéfense. Donc voilà, quand on cherche dans les discours de Vladimir Poutine, c'est très rarement la question de l'OTAN. Ici, je ne sais pas pourquoi en France, on met toujours en avant la question de l'OTAN. C'est vrai que l'élargissement de l'OTAN, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, alors que eux, les soviétiques, et ils n'avaient pas le choix d'ailleurs, ont dissous ou autodissous le pacte de Varsovie qui liait les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est au système de défense transatlantique, au système de défense soviétique, pardon, eh bien, ce pacte est dissous. Et ils estimaient qu'en contrepartie, on aurait dû dissoudre le traité de l'Atlantique Nord, le traité OTAN. Peut-être qu'on a raté un débat. Peut-être qu'on a raté une structure beaucoup plus intelligente de sécurité en Europe à cette époque, voire sûrement même. Mais enfin, ce n'est pas la question de l'OTAN qui est mise en avant dans l'histoire de l'Ukraine. Lorsqu'il y a eu un sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, et à la demande du président Bush Jr., dont l'administration aura enfilé un certain nombre de bourdes stratégiques, à sa demande, il est dit que l'Ukraine a vocation à être un jour membre de l'OTAN. Les Français et les Allemands sont contre. À l'OTAN, tout se décide à l'unanimité. Donc, pas moyen. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, on va laisser dans la conclusion, dans le mémorandum, on va laisser qu'un jour, l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN, un jour. Mais on ne fixe pas de date. Et on n'ouvre pas de procédure d'adhésion. Ça, c'est en 2008. Entre-temps, les Américains ont changé de président. Le sujet ne les intéressait plus. À aucun moment de ces 2 mandats, Barack Obama n'a posé la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'en voulait pas. Pas plus que les Allemands, pas plus que les Français, qui pensaient que c'était de la provocation à l'égard de la Russie, et c'en était en partie. Et arrive ensuite le président Trump, qui lui n'en entend même pas parler, ça ne l'intéresse pas, il ne sait pas ce que c'est, et ce n'est pas un sujet. Donc ça fait bientôt 20 ans que les États-Unis ne posent plus cette question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Et donc, ça explique aussi que cette question de l'OTAN n'est jamais vraiment mise en avant par Vladimir Poutine dans ses justifications pour envahir l'Ukraine. Si vous regardez les textes après les textes, mais surtout les interventions qu'il fait devant des étudiants, quand il dit voilà pourquoi il fallait le faire parce qu'on martyrisait les populations russophones du Donbass, parce que ces populations russophones du Donbass que nous avons soulevées et aidées, nous avons aidé à leur insurrection et à leur soulèvement en 2014, elles veulent être attachées avec la Russie, et comme historiquement ça fait partie de ce qu'on appelait la Novorossia, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne nous revienne pas. Alors, bien sûr, on a signé des traités comme quoi on se portait garant de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais enfin, voilà, l'histoire est là, et c'est l'histoire qui s'impose. Et au fond, ce que nous voulons réécrire, c'est l'histoire de la
de la Russie et du monde russe. Et la Biélorussie, c'est fait. Maintenant, elle est avec nous. Elle n'a pas le droit de changer de régime. Le dictateur est bien en place, et quand il a été menacé, parce qu'il a perdu les élections, on est allé à sa défense. Et donc, comme ça, un monde russe se reconstitue. Et c'est d'autant plus important, explique Vladimir Poutine, qu'au fond, s'il ne se reconstitue pas, ceux qui vont prendre la place, ce sont les Occidentaux. Or, les Occidentaux sont non seulement sur le déclin, mais une puissance décadente de manière subversive. Il est obsédé par la question LGBT, qui revient dans la moitié de ses interventions. Nous ne voulons pas vivre comme les Occidentaux. Il faut protéger les Russes de la manière dont vivent les Occidentaux. Nous avons fondamentalement, culturellement, le droit à protéger un monde russe qui ne ressemble pas à l'Occident. Et si nous avons une contagion à partir de l'Ukraine, un risque de contagion à partir de l'Ukraine, alors nous devons intervenir. Et mettez-vous dans la tête du Parti communiste chinois maintenant. Au fond, la seule manière de réussir, ceux qui ont rétabli la fierté du monde chinois et sa puissance, c'est le Parti communiste. Autrement dit, il n'y a que dans ce cadre-là que peut réussir le monde chinois. Ah, problème. Le monde chinois, ça réussit très très bien à Hong Kong. Le monde culturel chinois, ça réussit très très bien à Taïwan. Contagion possible. C'est ça le danger. Et quand je parle de ces contagions, je parle de contagions culturelles. Je ne veux pas avoir à ma porte un système qui menace le mien parce qu'il marche au moins aussi bien que le mien. Ça fait partie de mon autodéfense culturelle, idéologique ou politique. Et donc vous avez ça qui revient, qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre. Ce n'est pas du cynisme, ce sont des convictions. Ce n'est pas un habillage culturel, ce sont des convictions. Ce sont des mouvements stratégiques liés à des convictions. Voilà, et tant pis si la Russie a signé je ne sais combien de traités et de déclarations s'engageant à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans les frontières qui sont celles de l'Ukraine lorsqu'elle prend son indépendance du système soviétique en 1991 avec un référendum remporté à 90% des suffrages et majoritaire, y compris en Crimée. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui est en jeu. Et si vous voulez, les Occidentaux estiment qu'au fond, les puissances révisionnistes nous testent. Elles nous testent en Europe, avec cette guerre, et d'ailleurs cette guerre est constamment présentée par Vladimir Poutine comme une guerre contre les Occidentaux, contre l'Occident, dans tous ses discours, avec un habillage historique très propre. Ce sont des nazis et des drogués au pouvoir à Kiev. Et donc il faut relire les deux dernières grandes interventions de Poutine sur l'Ukraine, celle de la fin du mois de décembre 2023 et celle de janvier 2024. Où d'ailleurs, il ne s'arrête pas au Donbass, il mentionne à nouveau Kiev, il faut neutraliser le pouvoir de Kiev, ce sont des nazis, et en plus des nazis drogués, d'autant plus dangereux, et puis il mentionne à plusieurs reprises, au-delà du sud, il mentionne à plusieurs reprises, j'oublie le nom de cette ville merveilleuse, ça me reviendra. Et voilà. Donc il ne se limite pas au Donbass, vous savez, quand vous avez sans arrêt des gens qui disent qu'il faut faire un compromis territorial au Donbass, oui, tout le monde aimerait bien, sauf que le Donbass est devenu la Russie, et donc c'est d'autant plus difficile, et puis sauf que les ambitions des Russes ne se limitent probablement pas au Donbass. Dans le Pacifique, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Dans le Pacifique maintenant, dans le bassin du Pacifique occidental, en mer de Chine du Sud, et même un peu en mer de Chine orientale, avec le Japon, vous avez comme ça des séries d'îlots, de rochers et d'îlots, et les voisins de la Chine prétendent que les Vietnamiens d'un côté, les Philippins, les Malaisiens, les Indonésiens, que ces îlots leur appartiennent. Ce n'est pas là non plus une question d'économie. Il y a sans doute du gaz et du pétrole, c'est des eaux très riches en poissons, mais ce n'est pas la question. La question, c'est la question de la zone d'influence. Les Chinois publient des cartes et des timbres englobant tous ces îlots, tous ces rochers,
ce qu'on appelle la ligne des 9 tirets, ou la ligne comme ça, oui, des 9 tirets, ils appellent ça, des 9 traits, pardon, qu'il y a sur les cartes. Et ils disent, ça appartient à la Chine. C'est la zone d'influence de la Chine. Et donc, ce ne sont plus des eaux internationales. Et on poldérise ces îlots, on installe une piste, on installe des avions de chasse, on installe les milices, et on militarise de force des endroits dont on considère qu'ils relèvent de la tutelle chinoise et du territoire chinois. Donc, vous avez une situation qui ressemble. Et puis, à la fin, vous avez Taïwan. Aussi, historiquement, on peut discuter du fait de savoir si Taïwan a été longtemps, ou pour combien de temps, sous la tutelle de l'Empire du Milieu, mais enfin, Taïwan revendiqué par Pékin, comme si pas un seul morceau de diaspora chinoise ne devait échapper au Parti communiste chinois, à la tutelle du Parti communiste chinois. Et là encore, les Américains notamment, grande puissance du Pacifique, le Vietnam, les Philippines, une partie de l'Asie du Sud-Est réclament que les États-Unis restent dans le Pacifique occidental. Ces pays sont dans une situation très difficile. À la fois, stratégiquement, ils demandent la protection américaine, économiquement, leur avenir est avec la Chine. Et donc, vous avez, comme ça, des ironies de l'histoire. Moi, je suis assez jeune pour me souvenir qu'un des points importants dans la guerre du Vietnam, c'était la baie de Cam Ranh. Eh bien, les États-Unis, les Vietnamiens supplient aujourd'hui les Américains pour qu'ils restent dans la baie de Cam Ranh. Donc, là encore, on considère qu'il y a un test et un défi. Qui va l'emporter? Les puissances révisionnistes ou ce bloc occidental? Et puis, que vont penser et où vont se ranger, dans quel camp vont se ranger les autres pays? Et ça m'amène à vous parler un peu de ce concept de Sud global, parce qu'au fond, ce Sud global, il est convoité par les deux camps qui sont en présence, d'un côté ce bloc occidental et de l'autre le bloc sino-russe. Et donc, on voudrait bien avoir l'ancien tiers-monde, ou l'Asie, l'Amérique latine, etc., avec nous dans cette histoire. Et c'est toute la bataille qui est au cœur du Sud global. Le Sud global étant divisé, avec une puissance comme l'Inde. D'un côté, elle vote avec le bloc sino-russe, mais quand il s'agit du Pacifique et de ses intérêts, et de sa peur de la Chine, et de sa peur de l'expansionnisme chinois, elle fait partie du monde occidental, et elle forme le Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Et donc l'Inde, comme ça, puissance de balancement, peut-être grande puissance de demain. Voilà comment je peux parler un peu, même si mon schéma d'interprétation est partial et partiel peut-être, de la scène internationale d'aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a tellement peu de multilatéralisme, ou tout au moins que ce sentiment de fragilité, ce sentiment de conflit de bloc à bloc, empêche le traitement multilatéral et international de ce qu'on appelle les grands biens communs, sans lesquels il n'y a plus de planète. La lutte contre le réchauffement climatique, la question des crédits disponibles pour le Sud global, la réforme de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., mais aussi la lutte contre la prolifération nucléaire. Il n'y a jamais eu autant de prolifération qu'aujourd'hui. La lutte contre le contrôle des grands flux migratoires, etc. Un certain nombre de biens communs qui devraient être au cœur des problèmes à traiter par une coopération entre les grandes puissances, eh bien, le traitement de ces biens communs essentiels n'est pas au niveau du fait d'une situation conflictuelle telle que j'ai essayé de la décrire. Merci. Merci beaucoup Alain pour cette conférence passionnante. On a quelques minutes pour des questions-réponses, donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui, merci beaucoup pour cet exposé passionnant.
J'ai une question sur vous avez mentionné l'Inde comme potentielle grande puissance. Et depuis, je ne sais pas, au moins 20 ans, on parle de l'Union africaine qui se construit, qui se déconstruit, etc. Qui est un gros continent, qui est très peuplé. Et donc je voulais savoir votre point de vue sur le poids que peut jouer l'Afrique d'un point de vue géopolitique. Eh bien, le même que vous, c'est-à-dire fondamental, et j'aurais dû en parler, en tout cas fondamental pour les Européens. Les chiffres sont simples, l'Europe est une population vieillissante, sans exception. Les Britanniques et les Français résistent mieux, mais sans exception ailleurs. Hein. Bizarrement, l'Europe latine, italienne, espagnole, pour ne pas parler de l'Europe centrale ou orientale, nous sommes des pays vieillissants. Or, la démographie est un des aspects clés, une des composantes clés du pouvoir et du succès économique, technologique et militaire. Et donc, à l'horizon 2050, donc très vite, l'Afrique comptera pas loin de 2 milliards d'habitants. Jeunes. Jeunes. En plus, jeunes, et vous savez, on n'émigre pas lorsqu'on est au fond du trou. Un pays connaît une vague migratoire lorsqu'il va un peu mieux. Or, l'Afrique va un peu mieux. D'où aussi la force des courants migratoires. Inter-africains, on va d'abord sur la côte. Si ça ne marche pas, on va vers l'Afrique du Sud et le Nigeria. Enfin, le Nigeria puis l'Afrique du Sud. Et si ça ne marche pas, on tente, avec un courage invraisemblable, mais on tente, dans des conditions folles souvent, le voyage de l'Amérique, par l'Amérique centrale, par le Mexique, par cette frontière-là, ou bien du Canada, ou bien de l'Europe. Donc c'est, à mon avis, une question clé. C'est pas seulement une question, c'est pas seulement un problème. Ça peut être aussi une solution. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste à cet égard, si vous voulez. Donc voilà. Et naturellement aussi un des continents les plus convoités par les grandes puissances, par la Russie, par les États-Unis, qui sont beaucoup plus actifs qu'on l'imagine et rencontrent plus de succès qu'on ne le pense souvent, par les Européens, mais bon là, c'est plus compliqué. Donc j'aurais dû parler de l'Afrique, absolument. C'est d'une certaine manière, oui, bien sûr, une puissance en devenir, et culturelle et économique, à tout point de vue. Et quand on regarde, si vous voulez, qui a fait les infrastructures de la côte ouest de l'Afrique, celle qui nous intéresse le plus immédiatement, nous les Français, la côte ouest au sens large, c'est une conurbation continue maintenant. C'est quasiment une conurbation continue. Et qui a fait les infrastructures? Ce sont les Chinois pour l'essentiel. Alors on dit toujours ils font ça pour évacuer les matières premières qu'ils achètent sur place. Peu importe, le port il est là, le train il est là, les grues elles sont là, les portiques ils sont là. Alors bon, tant mieux, ça profite aux Chinois. Bien sûr, ça profite aux Chinois. Donc oui, une zone de concurrence aussi. À tout point de vue, vous avez raison. Et si on est européen, c'est une question stratégique, même plus importante, je pense, que celle de notre relation avec la Russie. La Russie étant un des pays qui vieillit le plus vite. Bonjour, merci pour votre conférence intéressante. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège viennent de reconnaître la Palestine comme un État. Et je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'on doit se dire que c'est bien que certains États, de manière unilatérale, sortent de l'inertie de grandes instances internationales comme l'ONU, ce dont vous parliez, le fait que l'ONU peut parfois s'embourber et devenir inefficace, ou est-ce qu'au contraire, c'est le signe d'un effritement d'union dont on a besoin, et le fait que ce soit fait de manière unilatérale dans l'UE, par exemple, en opposition avec d'autres États, est-ce qu'on doit le voir d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Excellente question, très difficile. Je vous donne mon avis, mais comme je vous le donnerai aux zingues, au bar. Je n'ai pas en tête les éléments pour le fonder véritablement. Donc je vous donne mon avis. Dans la mesure où je crois, pour avoir vécu longtemps au Moyen-Orient, de l'Iran à Jérusalem, en passant par le monde arabe, et même 2 ans au Maghreb,
Je crois que là, ce n'est pas une question de pouvoir démographique ou autre, mais je pense que la solution à 2 États, pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, elle est toujours possible. Il y a toujours les aménagements possibles. Un jour, peut-être que vous le verrez, il y aura une confédération, probablement jordano-israélo-palestinienne, des formes juridiques à inventer, où votre citoyenneté ne dépendra pas forcément de l'endroit où vous habitez. Et donc, je crois que c'est possible. Je crois qu'il n'y a pas de malédiction. Si on visitait l'Europe pendant le XXe siècle, on aurait l'impression qu'il y avait une malédiction dans le ciel européen et que ces Européens n'étaient bons qu'à s'entretuer. Eh bien non, je pense qu'un jour, oui, s'il y a une solution, s'il y en a une un jour, elle passera par un État palestinien. Et dans cette idée-là, voilà, c'est des propos comme ça entre nous en fin de conférence, dans cette idée-là, je pense qu'il est bon que le pas politique et symbolique puisse être fait de dire les Nations Unies reconnaissent que, alors c'est purement formel, il y a un État palestinien. Autrement dit, il n'y a pas encore de frontières, on est encore dans la guerre, encore dans une situation conflictuelle, mais oui, il y a un État palestinien et il a vocation à être parmi nous. Je pense que ça ne peut pas gêner, ça ne peut qu'aider et habituer à essayer de trouver une solution, en l'espèce, me semble-t-il, la seule solution. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je n'ai pas d'autres éléments de réponse là, comme ça. Oui, je pense que c'est plutôt positif. Merci. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. J'avais deux questions sur la natalité, sur les forces démographiques. Il y a également l'Asie qui est en vieillissement de population, par exemple la Corée, le Japon, mais aussi la Chine. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre question que je voulais poser, c'est que vous avez évoqué certains thèmes que vous n'aborderiez pas, comme le climat, mais vous n'avez pas, dans les conflits que vous avez présentés, finalement, il n'y a pas de caractère religieux qui a été présenté. Et je me suis demandé si c'était finalement un critère qui avait disparu des conflits d'aujourd'hui. Je vais vous dire, je voulais en parler, j'avais prévu d'en parler parce que je voulais parler plus longtemps de ce concept de Sud global. Sud global étant une entité très hétéroclite, hein. Quelquefois elle se réunit, mais elle est très... Voilà, le Sud global choisit ses options et ses orientations politiques, non pas au menu, mais à la carte, tantôt avec un bloc, tantôt avec l'autre bloc. Écoutez, ce qui me frappe, c'est... Nous vivons une époque d'emprise très forte du religieux sur le politique. Religieux au sens large, parce que la vulgate marxiste-léniniste obligatoire dans l'administration, dans les universités, dans les entreprises, de la pensée Xi Jinping, relève pour moi d'une manière de religiosité. Religieux, l'emprise du religieux très forte sur l'Inde de Modi. En plus, ethno-religieuse, dans ce cas-là. Religieuse, on voit la force de l'emprise du religieux, de la religion dans le monde arabo-islamique. Force de l'impact du religieux dans un pays comme Israël. Force de l'impact du religieux un peu partout, et notamment dans le Sud global. Et c'est quelque chose qui nous sépare radicalement du Sud global. Le Sud global, et je le dis sans connotation, il est plus religieux que nous, plus patriarcal que nous, moins tolérant que nous sur toutes les questions de mœurs, de mariage gay, etc., et beaucoup plus et l'imbrication entre le religieux et le politique est beaucoup plus forte que dans le monde occidental. D'autant que, si vous acceptez le bloc évangélique aux États-Unis, mais les États-Unis sont à leur tour entrés dans une phase
où le religieux pèse beaucoup moins. C'est ce qui différenciait beaucoup les États-Unis de l'Europe, de notre Europe, c'était ça. Et bien, de ce point de vue, les États-Unis se rapprochent aussi de l'Europe. Et donc, vous avez un Sud global, effectivement, qui est très marqué par cette imbrication du religieux et du politique. Bonjour, merci encore pour votre exposé. Moi, ma question portait plutôt sur ce que vous avez dit par rapport à l'expansion des deux pôles, donc chinois et russes, qui s'opèrent actuellement. Et du coup, je voulais retourner la question par rapport aux deux autres grands pôles, donc les Américains et puis les Européens. Et dans le passé, il y a eu une forme d'expansion culturelle qui s'est opérée, peut-être plutôt américaine qu'européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté stratégique de ces deux pôles est plutôt de également s'étendre, on peut penser à l'Afrique ou peut-être même l'Inde, ou plutôt de défendre ces positions qui ont déjà été obtenues par le passé? Je ne sais pas vraiment. Le monde chinois... Si vous allez en Asie du Sud-Est, par exemple, la puissance culturelle dominante aujourd'hui, c'est la Corée du Sud. Je veux dire, le cinéma, les BD, la musique, le rock, la danse, c'est la Corée du Sud, dans toute l'Asie, y compris en Chine. Le monde culturel chinois s'exporte difficilement. Un peu le cinéma, avec des grands succès, toujours fondé sur le nationalisme chinois, on l'a vu en France, avec une série de films à grand spectacle, toujours très bien faits, mais qui sont à la gloire de la nation chinoise. Le monde russe a une... Alors le monde chinois est particulier, parce que le monde chinois a une force très importante, qui sont les diasporas chinoises. On compte en dizaines, voire en centaines de millions. Donc, mais je ne vois pas tellement d'exportation culturelle chinoise. Ça ne marche pas très bien. La mode un peu, mais grosso modo, ils consomment fondamentalement de la mode occidentale. La musique, non. Le ballet, un petit peu, mais toujours la même chose. Le cinéma, un petit peu, mais pas grand-chose. La Russie fait partie de notre culture, très largement. La musique, le cinéma, la littérature d'aujourd'hui comme d'hier, la peinture. Je veux dire, la Russie a ce site particulier, c'est qu'elle est tellement grande qu'il y a toute une partie de la Russie européenne, Saint-Pétersbourg, Moscou. Vous pouvez dîner chez des amis, culturellement vous allez parler des mêmes choses, souvent, des mêmes films. Des films américains, des films européens, voire des films russes. Donc la Russie est, je dirais, ambiguë, à cheval sur deux mondes, mais c'est une banalité. À cheval sur l'Asie, à cheval sur l'Europe, de part et d'autre, de l'Oural. On est différemment russe, me semble-t-il, mais en même temps on est russe quand même. Bon, c'est une question clé, hein, cette question des influences intellectuelles. Je dirais que si dans les composantes du pouvoir, la composante culturelle est très importante, je pense que, en dépit de tout, les Occidentaux ont de sacrés avantages dans ce domaine. Mais, attention, le cinéma indien est fort, le cinéma sud-coréen est fort, le cinéma égyptien a été fort, le redeviendra peut-être, le cinéma turc aussi, les séries... Tout ça, ça compte dans le pouvoir. Tout ça, ça compte dans la bataille d'influence que j'ai évoquée, que vous évoquiez, entre ces deux groupes. Mais il y a des thèses là-dessus, il y a pas mal de livres et de thèses. Évidemment, une culture n'est jamais neutre. Une littérature véhicule toujours quelque chose, de même qu'un film, un manga ou une série. Vous véhiculez les droits de l'individu ou les droits du groupe. Les droits de la famille ou les droits de la jeune femme qui veut aimer une autre jeune femme. Évidemment que ce n'est pas neutre. On n'est pas dans l'entertainment, on n'est pas dans le divertissement. On est au cœur d'une des batailles politico-idéologiques que j'imagine, dont j'ai parlé. Donc,
Pourquoi il y a un enfermement russe en ce moment à l'égard des centres culturels étrangers? Pourquoi est-ce que la Chine de Xi Jinping a fermé les centres culturels américains? Pourquoi? Parce que la culture véhicule aussi une part d'idéologie politique. Soit elle célèbre la solitude et la gloire de l'individu seul contre le groupe, soit elle célèbre le groupe, pour ne prendre qu'une image, mais il y en a bien d'autres. Donc votre question, je n'ai pas de réponse, elle est pleine, elle est entière, elle fait partie des batailles politiques de l'heure, et voilà, ça compte énormément l'influence culturelle. Comme vous l'avez laissé entendre, l'influence culturelle a gagné très largement la guerre froide. C'est vrai, plus probablement que le militaire, que le poids militaire des deux parties. Merci Karine. Merci beaucoup M. Frachon pour cet exposé brillant. Une question, je reviens juste sur un de vos propos, si j'ai bien compris tout à l'heure, quand vous parliez de 89-91, la fin du pacte de Varsovie, il y a peut-être un débat manqué à l'époque qui était de la place de l'OTAN. Et peut-être avons-nous manqué à cette époque-là de discuter de ce que devait être la force ou la projection de la diplomatie européenne. Enfin, c'est moi qui interprète votre propos comme ça. Qu'en est-il aujourd'hui, notamment, il y a des élections qui se préparent aux États-Unis, on ne va pas faire de prophétie. La question ukrainienne réinvite cette question-là. Dans la diplomatie européenne et la diplomatie française, on en est où de ce débat-là, ou est-ce que c'est un débat qui a manqué son créneau et il n'est plus d'actualité? Bon, ce débat, il est derrière nous. Il faut l'aborder, à mon avis, avec quand même 2 ou 3 idées simples qu'on ne met jamais sur la table. On a toujours eu le sentiment qu'au fond, le pacte de Varsovie, c'était comme l'OTAN. Et que dès l'instant que les soviétiques en arrivaient à dissoudre le pacte de Varsovie, par la force, puisque la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie prenaient leur indépendance et que Gorbatchev les laissait prendre leur indépendance, le pacte de Varsovie n'avait plus grand sens et ne pouvait plus. Mais ils font ce geste qui pour eux est un geste très important. Et ils attendent une réciprocité. Et elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue parce que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, etc. font le siège des États-Unis à ce moment-là et disent, pour nous, sortir de l'ère soviétique, ça ne suffit pas. Nous avons toujours peur des Russes. Les Russes sont naturellement expansionnistes. Et pour nous, rejoindre le camp occidental, dont nous avons été kidnappés en 1945, rejoindre le camp occidental, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire rejoindre l'Union européenne et rejoindre l'OTAN. Et ça va ensemble. Et si on doit accorder une priorité, ça serait plutôt l'OTAN que l'Union européenne, parce que c'est plus simple. Et donc on a eu tendance à mettre sur le même pied l'OTAN et le pacte de Varsovie. Mais il y a des différences énormes qui expliquent beaucoup de choses. Entrer dans l'OTAN, c'est volontaire. Entrer dans le pacte soviétique, non. Vous avez les troupes soviétiques sur place, vous n'avez pas le choix. Sortir de l'OTAN, c'est volontaire. Vous pouvez sortir de l'OTAN. Vous pouvez même sortir un peu de l'OTAN, mais rester quand même dans l'OTAN. Ça, c'est la France. On sort du commandement intégré, et puis un jour, on veut re-rentrer dans le commandement intégré. Alors, on re-rentre dans le commandement intégré. Et donc, si vous allez dans une classe aujourd'hui d'école, les jeunes gens, ils pensent que la France est sortie de l'OTAN. Non, jamais le général de Gaulle n'a voulu sortir de l'OTAN. Il est resté dans le pacte atlantique. Il est sorti du commandement intégré pour des raisons liées à la force de frappe nucléaire française, qui n'avait pas la même doctrine que la doctrine des États-Unis. Et si vous regardez toutes les manifestations d'indépendance de la diplomatie française, elles ont lieu avant 1966, c'est-à-dire avant que la France gaulienne ne sorte du commandement intégré. Autrement dit, quand on vous dit maintenant, pour retrouver des marges d'indépendance diplomatique, qu'il faudrait ressortir du commandement intégré de l'OTAN, ce que proposent certaines forces politiques françaises, eh bien c'est une ânerie. Parce que les manifestations d'indépendance, le général de Gaulle, ou d'originalité, les avait faites alors que nous étions membres du commandement intégré. Ce n'était pas le fait que nous étions membres du commandement intégré qui nous empêchait de mener cette politique originale, ou qui se voulait originale, au sein du camp occidental. Donc, pas d'équivalence. Le débat est tranché. On dit toujours que lorsque nous avons accepté de prendre dans l'OTAN,
Et ce n'était pas ce que voulait le Pentagone sur le plan. Les militaires américains, ça étirait les trucs, ça faisait des budgets, c'était compliqué. Et ça tombe sur Bush père et sur Bill Clinton. Et moi, j'étais là. Cette époque-là, j'ai suivi ça jour après jour. J'étais avec Clinton pour les discussions avec les Russes, à Moscou, etc. Et donc, Clinton sait très bien que les Russes vont mal le prendre, et que c'est dangereux, et que ça va les provoquer. Mais il a dans son bureau Václav Havel, un Hongrois dont j'ai oublié le nom, imprononçable, et puis Lech Wałęsa, le Polonais. Ils lui disent « Prenez-nous dans l'OTAN ». C'est la seule garantie que nous avons face à l'aventurisme russe qui peut revenir. Et lui, il argumente, il dit « Mais écoutez, non, Boris Eltsine, je m'entends bien avec lui, etc. C'est pas le moment de le déstabiliser, etc. » Finalement, Bush père et Clinton vont céder en inventant quelque chose qui est un traité entre l'OTAN c'est-à-dire en ouvrant l'OTAN aux anciens du pacte de Varsovie, mais en proposant un statut de membre associé, d'une certaine manière, à la Russie. Ce traité sera signé à Paris. Tout le monde l'a oublié. D'ailleurs, ce traité, ça s'appelle le pacte OTAN-Russie. Manœuvre commune, information, échange d'état-major, etc., etc. Ça aurait pu bien tourner. Ça a mal tourné. Les Russes se sont estimés humiliés. Ce à quoi mon maître en relations internationales, Pierre Asner, après un enfant spirituel de Raymond Aron, me disait, qui était d'origine roumaine, me disait, ah oui, et humilier la Russie. Et tous les petits peuples que la Russie a humiliés. Pourquoi vous pensez que les Tchèques, les Tchécoslovaques, les Hongrois, les Polonais, ils veulent absolument rentrer dans l'OTAN? Parce qu'ils ont été humiliés par la Russie, sur place, en 56, en 68, etc. Humiliés étant un euphémisme en la matière. Donc le débat est tranché, malheureusement. On avait peut-être l'occasion d'avoir un système de sécurité plus intelligent et qui aurait ménagé la sensibilité ou les intérêts de sécurité des Russes tels qu'ils les perçoivent eux, qui aurait ménagé. On l'a pas fait. On l'a pas fait et l'agression russe contre l'Ukraine, du point de vue russe, a empiré les choses, puisque l'OTAN s'est agrandie et a trouvé sa pleine raison d'être. Puisque maintenant, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais franchement, vous étiez contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais si l'Ukraine avait adhéré à l'OTAN, on n'aurait pas la guerre aujourd'hui en Europe, parce que les Russes n'auraient pas attaqué l'OTAN, n'auraient pas attaqué l'Ukraine. » Donc c'est un débat central aux Européens d'imaginer un jour que les Américains partiront, parce qu'ils partiront pas forcément brutalement, ils n'ont pas besoin même de quitter l'OTAN, mais il est évident que ce n'est pas simplement Donald Trump, mais c'était déjà Barack Obama, et ça sera vraisemblablement le prochain président aussi. Biden, de ce point de vue, est un vieux, au sens qu'il est l'héritier d'une tradition qui tente à disparaître, de sympathie avec l'Europe de l'Ouest. Et donc... Voilà, je pense qu'il faudra prendre en charge nous-mêmes ce pilier européen de l'OTAN, hein, ce qui passera par des budgets de la défense sensiblement plus élevés, etc. Mais voilà, je crois qu'on a raté une occasion. Je crois que ça suffit de tomber dans la repentance et de penser qu'on est responsable de la guerre en Ukraine parce qu'on a élargi l'OTAN en 2005, enfin en 2004, puis en 2005, etc. Je n'en crois rien. Je lis Vladimir Poutine, ce n'est pas ce qui l'obsède, mais c'est vrai qu'ils étaient contre. Alors, je voudrais conclure quand même, vous savez, aux États-Unis, il y avait un président de la réserve fédérale de la Banque centrale américaine qui témoignait devant le Congrès et qui faisait très attention à ces mots, parce que ces mots peuvent déclencher des mouvements sur les marchés, etc. Et il expliquait des choses très compliquées, aussi compliquées que celles que j'ai essayé de vous expliquer. Et à la fin, le président de la Commission des finances le remercie, monsieur le patron de la Fed et directeur général. Vraiment, on a beaucoup mieux compris. Et à ce moment-là, le patron de la Fed s'arrête et dit « Écoutez, si vous avez mieux compris, c'est que je me suis mal exprimé. »
Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil, 13h40. Et merci à tous d'avoir participé.